Aujourd'hui, vous vous retrouvez avec n'importe qui devient porteur d'informations. Les gens ne vérifient même pas ce qu'ils balancent aux gens. C'est devenu presque un jeu aujourd'hui que de prendre son téléphone, de filmer par exemple le meurtre qu'il y a eu, l'assassinat ou en tout cas l'agression suivie de mort qu'il y a eu à Tambacounda. J'ai vu un monsieur, il sait très bien, il parle une langue, je ne sais pas laquelle, mais il sait très bien qu'il ne maîtrise pas le français et il fait un reportage en français. Cet usage multiforme, inconsidéré qu'on fait, c'est un défi extrêmement important. Il a rattrapé tous les autres défis. Le chômage est aggravé par ça. Il y a des gens qui trouvent une existence sociale dans le fait d'utiliser leur téléphone pour exister. Vous l'avez vu, depuis les États-Unis, partout, des Hassan, il y en a des émules, beaucoup, des femmes, des hommes, des jeunes, tellement que même j'ai vu des journalistes professionnels qui se sont reconvertis blogueurs ou blogueuses de ce type. C'est-à-dire raconter n'importe quoi pourvu que l'on fasse le buzz. Il n'y a pas de sociologie citoyenne. Il y a un journalisme citoyen. Qu'on l'appelle autre chose. La liberté d'expression n'appartient pas aux journalistes. C'est aux citoyens que ça appartient. Ils peuvent s'exprimer par tous les moyens écrits, etc. Aujourd'hui, les nouveaux supports de communication sont les technologies de l'information. Ils peuvent l'utiliser. Mais on ne peut pas s'ériger en, journaliste. Traitement et commentaire de l'information publique en concurrence avec les professionnels de l'information. C'est-à-dire, ce que je dis là, c'est une question que les gens hésitent à aborder, mais qu'il nous faudra aborder à moins d'accepter la déliquescence et la prochaine mort définitive du journaliste. Parce que quand tout le monde deviendra journaliste, il n'y aura plus besoin qu'il y ait de journalistes ou d'organes de presse. Il était un moment où, quand j'écrivais un éditorial sur quelque chose, je suis en train de vous dire que le journaliste pouvait être influent. Les gens pouvaient vous appeler, être touchés par ce que vous venez de faire, etc. Aujourd'hui, puisqu'on fait du n'importe quoi et que les gens disent « Oh, votre journaliste là », ça arrange les gens qui ont du pouvoir politique, comme économique, comme religieux, comme n'importe quoi. Les gens qui ont intérêt à ce qu'on les laisse tranquilles, conserver leurs privilèges, faire leurs affaires, ou leurs magouilles, ou leurs combines politiques. Les gens qui ont envie que, quand on parle d'eux, les gens disent « Oh, mais les journalistes là ». Ces gens-là ont intérêt à ce que cette histoire-là continue. Donc, ils ne feront rien pour régler cela. Si le journalisme n'est pas viable, l'entreprise ne peut pas être viable. Si l'entreprise n'est pas viable, ça ajoute, ça participe à approfondir le problème dont je parlais tout à l'heure. On devient n'importe quoi, personne n'a plus confiance en nous, personne ne nous respecte plus, on nous attaque lors des élections. J'ai jamais vu ça. Au contraire, les gens se battaient et ils faisaient attention, non, c'est la voiture de la presse. Bon, il est vrai qu'il y a des mélanges, on met les journalistes dans les trucs. Nous, on travaillait sans de trop gros moyens. Et moi, la dernière fois que j'ai dirigé un organe de presse qui était le Populaire avec une élection présidentielle, je me suis plus appuyé sur mes correspondants régionaux pour couvrir, parce qu'il y avait beaucoup plus de candidats d'ailleurs qu'aujourd'hui. Je crois que c'est possible de faire ça plutôt que de prendre vos journalistes, de les envoyer chez quelqu'un sans s'occuper de savoir comment ils vont être traités, dans quelle voiture ils vont, quel confort ils vont avoir, etc. Et les mettre dans une voiture à l'effigie d'un parti, d'un candidat, c'était quelque chose aussi qu'il fallait éviter. Donc, l'entreprise de presse n'ayant pas les moyens de couvrir des campagnes électorales est obligée de, etc., etc. Nous, on connaît ça. Moi, la première campagne électorale que j'ai couverte, pour le Cafard Libéré, c'était, je crois, ma deuxième, mais en tout cas pour le Cafard Libéré qu'on venait de fonder, c'était les élections de 88. Je suis allé avec 100 000 francs à Kaolack. Au bout de 3 jours, les 100 000 francs étaient épuisés. Il fallait me débrouiller. Je me suis débrouillé, mais je n'ai jamais accepté d'entrer dans une voiture avec des effigies, où je n'ai jamais accepté de... Voilà. Il y avait un journaliste de Jeune Afrique, c'est un André Amado qui était là. Quand il partait, il m'a passé sa chambre et j'ai habité là. Parce qu'il y avait une sorte de poste de commandement à Kaolack et le président Diouf allait ici et là et on était tous à Kaolack. Et de temps en temps, je prenais les taxis brousse là,
Je rentrais à Dakar, me réapprovisionner pour au moins, quand je suis là, ne pas demander aux gens de quoi payer mon fax, de quoi faire ci, de quoi faire ça, etc. Si on a des entreprises de presse à qui on donne les moyens, mais ça, le pouvoir ne favorisera jamais ça. C'est à nous de nous battre pour l'obtenir. Qui ont les moyens, je veux dire, le code de la presse qu'on vient de signer a marqué des avancées, je crois, quoique je ne suis pas d'accord avec tout, mais il y a des avancées. Si les entreprises de presse trouvent des moyens qui leur permettraient de mettre leurs journalistes dans des conditions de rémunération, dans des conditions de déplacement logistique, dans les conditions matérielles qui leur permettent de pouvoir travailler sans dépendre de personne, précéder même les délégations électorales dans les villes, prendre eux-mêmes leur hôtel, les attendre, les couvrir et rentrer. Et puis il y a des stratégies. Je viens de parler de ce que moi je me suis appuyé sur les correspondants régionaux. Parfois, on peut faire suivre quelqu'un 2 jours, le ramener, quelqu'un d'autre vient, pour éviter ce qu'ils appellent, d'ailleurs, c'est pas juste le syndrome de Stockholm, c'est pas ça, mais bon, c'est un syndrome qu'on peut assimiler au syndrome de Stockholm qui s'applique en otage. On n'est pas pris en otage, on les suit de notre propre gré. Mais il y a que si on arrive à pouvoir à faire ça, et puis si on ne couvre pas une élection, on ne sombre pas, hein. Si on ne couvre pas tous les candidats, on ne sombre pas. Ça aussi, ça fait partie des choix qu'on a fait à des moments, nous, au Cafard Libéré, on couvre les candidats représentatifs. Nous, on n'est pas obligé, nous, on n'est pas la RTS. La presse privée n'est pas la RTS. Aucune presse privée n'est obligée de suivre 20, 10, 5 candidats même. Vous pouvez choisir parce que votre ligne éditoriale vous dicte que c'est M. Sall et Idrissa Seck et peut-être Sonko en challenger qui sont importants. Je vais les suivre. Il n'y a même pas de ligne. Les gens, vous posez la question aux directeurs d'organes eux-mêmes, ils ne seront pas capables de vous parler même d'une ligne rédactionnelle qui est plus simple, qui relève juste de choix de sujets à traiter en priorité, la priorisation de l'information, la maquette qu'on a, la cible de lecteur qu'on vise, etc., qui relève ça d'une ligne rédactionnelle. Les gens ne peuvent. Non, on crée un journal et on jette ça dans la masse. Il n'y a pas de cible. Si les journaux ne réussissent pas, il y a beaucoup de ça dans cette histoire. On ne sait pas à qui on s'adresse. La formation n'est pas un faux problème. Mais elle ne commence pas aux portes du journalisme. La formation commence bien ailleurs, bien à l'école primaire, déjà, après secondaire, et puis après dans les rédactions. Parce que vous avez beau être formé au CESTI ou ailleurs, votre formation n'est pas achevée. Si vous voulez devenir vraiment journaliste, vous avez intérêt à vous cultiver vous-même, à lire beaucoup, à écouter des conférences, à venir comme là où vous êtes venu, et à être curieux, extrêmement curieux, et ne pas être paresseux.